Plusieurs allusions depuis tout à l'heure. Cette enquête du Cevipof parue dans le Figaro sur le malaise démocratique, en effet, enquête très intéressante qu'Emmanuel Macron d'ailleurs, hein, comme tous les politiques Je d'ailleurs, l'espère. a dû regarder très attentivement. Que nous dit cette enquête Cevipof? Qu'il y a une demande d'autorité très importante dans le pays, une méfiance qui grandit entre les Français et les politiques. En d'autres mots, la société française se tend. Alors, premier exemple, lorsqu'on demande à ces Français interrogés ce qu'ils pensent de leurs compatriotes chômeurs, ils pourraient trouver du travail s'ils le voulaient vraiment. Alors certes, la question est un peu orientée, mais tout de même, on a une hausse de 9% depuis un an. 60% sont d'accord, Gérard Miller. Dans cette enquête, le Cevipof ont conclu que la France se droitise, qu'on en a fini avec l'ère de la bienveillance qui était pourtant celle qu'Emmanuel Macron voulait retrouver, souvenez-vous, au début de son quinquennat. Merci d'avoir introduit ce questionnement en disant une question légèrement orientée. Oui. Bon, c'est pas à vous, évidemment, qui avez un savoir supérieur au mien sur la question notamment des sondages. Mais ils auraient pu dire je ne suis pas du tout d'accord, hein, à 25%. Et, enfin, que j'apprendrais quelque chose en disant que la façon dont on pose une question aux gens induit en partie, pas totalement, en partie leur réponse. Si je pourrais, moi, vous formuler d'autres questions sur le chômage, où vous auriez l'impression vraiment que les Français, sur cette question du chômage, je ne dis pas sur l'ensemble des questions, et je vais venir à la droitisation, sont plutôt à gauche. Parce qu'en général, sur les questions sociétales, admettons qu'on utilise ce terme notamment pour parler y compris de l'emploi, les gens sont plutôt proches des thèses de gauche que des thèses de droite. Mais maintenant, cette enquête du Cevipof, qui est d'une complexité folle, j'ai eu peu de temps pour la lire, mais je trouve qu'elle est assez mal ficelée et inutilement complexe, traduit quelque chose avec quoi on est nécessairement d'accord. Il y a, sinon une droitisation encore plus forte de la France, en tout cas une France marquée essentiellement à droite. Mais c'est une vieille histoire. D'abord, il faut rappeler que, y compris en 81, quand Mitterrand a été élu, et même réélu ensuite, la France était déjà fondamentalement à droite. C'est comme ça, c'est-à-dire que la majorité des Français, s'il faut les situer quelque part, semble plutôt à droite. Maintenant, ce qui est frappant dans ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a de plus en plus de mal, semble-t-il, dans ce pays, mais aussi bien les commentateurs que peut-être un certain nombre d'électeurs, à faire des distinctions entre droite et extrême droite. C'est surtout ça qui me frappe. C'est l'extrême droitisation de la droite. C'est plutôt que de réfléchir simplement sur le fait que le pays est à droite. Je suis frappé d'entendre, j'écoutais hier sur une chaîne de radio un journaliste du Figaro qui nous expliquait les trois droites qui existent en France, Macron, Pécresse et Zemmour, considérant finalement qu'on pouvait parler, Zemmour-Le Pen, considérant qu'on pouvait parler de Zemmour-Le Pen comme de la droite, ce qui ne se faisait pas jusqu'alors. Alors, je vois d'ailleurs très souvent dans les commentaires des partisans de Zemmour, je les vois attaquer par exemple le journal Le Monde en disant c'est un scandale. Chaque fois que Le Monde évoque M. Zemmour, ils disent le candidat d'extrême droite. Bon, d'accord, c'est ça qui me frappe surtout, c'est à quel point on perd l'idée qu'il y a quand même quelque chose qui s'appelle l'extrême droite, qui ne se confond pas avec ce qu'on a appelé jusqu'à présent la droite, que cette extrême droite s'inscrit dans une tradition qui passe aussi bien par le pire de la collaboration que de l'OAS ou d'un certain nombre de ligues factieuses dans les années 30. Enfin, c'est une histoire, ça ne veut pas dire qu'il leur ressemble, ça veut dire que c'est dans cette tradition-là. C'est pas pareil, effectivement, de faire l'histoire de la droite, et notamment de la droite républicaine. On ne peut pas mettre ça sur le même plan. Donc moi, c'est ça qui me frappe plutôt, c'est le fait qu'il y a maintenant une confusion entre droite et extrême droite. Ah bah justement, il y a donc une autre question qui valide plutôt ce que vous dites. La question qui est posée donc par le Cevipof, y a-t-il trop d'immigrés en France? 63% des Français jugent que oui, il y a trop d'immigrés en France, c'est plus 3% depuis un an. Mais c'est intéressant, je ne l'ai pas du tout trouvé comme Gérard, un peu mal foutu, je l'ai trouvé complexe parce qu'il y a énormément de données dedans, il y a énormément de choses à en tirer, je pense sincèrement, mais je ne l'ai pas trouvé complexe. Je trouve au contraire que ça décrit parfaitement l'état du pays. Il y a notamment des chiffres, en plus de ce qu'on cite, on pourrait le lier à 70% des Français estiment que la France a perdu sa boussole. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où les gens ont l'impression de vivre dans un pays qu'ils ne reconnaissent plus, qui n'évolue pas forcément pareil, ou que sur certaines traditions, on n'incarne plus ce qu'on pouvait incarner à une époque ou ce qu'on pense incarner quand on lit certains livres, quand on lit certaines choses, quand on regarde certains films, etc. La deuxième chose, c'est que 45, et ça c'est ce qui m'a le plus frappé, 45% des gens interrogés estiment que leur niveau de vie s'est dégradé.
Moi, c'est ça la donnée qui m'a le plus frappé. C'est-à-dire qu'on vit, mine de rien, dans un pays où les gens ont l'impression, travaillent de façon à peu près identique depuis des années, dans les mêmes secteurs depuis des années, dans les mêmes endroits depuis des années, dans différents endroits en France, ils peuvent déménager, mais ils ont l'impression que leur vie se déclasse. Et si vous voulez, c'est le thème majeur pour moi dans les prochaines années. C'est-à-dire qu'avec un salaire égal ou un poste égal depuis les années 2000, on ne vit pas aussi bien, on ne peut plus se permettre les mêmes choses, on ne peut plus se permettre, par exemple, de penser à un autre enfant, on ne peut plus se permettre d'acheter une maison dans certaines villes parce que les prix se sont envolés. Et je pense que c'est le thème sincèrement crucial. C'est-à-dire qu'on assiste à un déclassement, et c'est d'ailleurs une des craintes majeures des Français aujourd'hui, que ce soit le salaire, que ce soit la dette du pays, que ce soit le déficit commercial extérieur. Et derrière ces gros mots, parce que quand on dit la dette, les Français ont envie de dire pourquoi ça me concerne, le déficit commercial extérieur, pourquoi ça me concerne. Mais c'est-à-dire que notre pays n'est plus une puissance au point, par exemple, on prend l'exemple, c'est une petite marotte chez moi, vous allez comprendre, de la ratatouille. Pour composer aujourd'hui une ratatouille, la plupart des produits qui composent une ratatouille ne sont plus français. C'est-à-dire qu'on est obligé d'en importer. Donc c'est ça le drame. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour des choses qui étaient une évidence dans les années 2000, dans les années 2010, aujourd'hui on s'aperçoit que notre pays n'est plus capable d'être une puissance à tous les niveaux. Donc les Français ont l'impression d'être déclassés. Et c'est ça aujourd'hui le sentiment de rupture. On est sur une question absolument invraisemblable. Y a-t-il trop d'immigrés en France ? Ah, vous êtes resté focalisé sur ça ? Mais oui, c'est là ça que vous avez introduit comme question. J'aimerais quand même qu'on ne la laisse pas passer. Sur quelle base quelqu'un peut-il dire qu'il y a trop d'immigrés en France ? En règle générale, les gens considèrent qu'il y a trop d'immigrés en France parce qu'ils ont le sentiment, éventuellement, et on va en parler, qu'il y a trop de Noirs et d'Arabes autour d'eux. Sur quelle base vous savez s'il y a des immigrés autour de vous ? Vous, on ne pensera pas, si vous êtes dans le métro, vous êtes un immigré, ce que vous pourriez être. Moi, on ne pensera pas que je suis un fils d'émigré polonais, parce que je suis grosso modo, comme on dit, blanc. Si vous voyez effectivement un noir ou un arabe, vous avez le sentiment, peut-être, pour beaucoup de gens, c'est sur cette base-là. Parce que chaque fois que vous poussez les Émouriens, par exemple, pour prendre cette partie-là de la vie politique. Vous les poussez dans leur retranchement, mais sur quelle base ? Parce qu'on leur donne des chiffres, on voit que finalement, l'immigration n'a pas du tout augmenté dans les proportions. Ils disent, il suffit, comme dit Madame Morano, il suffit d'aller et de regarder autour de vous. Qu'est-ce que vous allez et regardez autour de vous ? Vous voyez éventuellement des Noirs et des Arabes. Ce qui est insensé, c'est par exemple... Je prends une remarque. Quand vous prenez le métro, vous pouvez dire il y a quand même pas mal de Noirs et d'Arabes. Quand vous allez au théâtre aujourd'hui, vous pouvez dire tiens, c'est étonnant, c'est comme à Val d'Isère, je trouve qu'il y a relativement peu de Noirs et d'Arabes. Donc cette idée qu'on juge les immigrés sur la couleur de leur peau, c'est quand même là-dessus qu'on les juge. On fait l'inverse aussi. Non, c'est quand même sur cette base-là qu'on le juge. Et je me permets de dire que dans ma vie, j'ai donné naissance à 2 sondages, je crois, maximum, avec m'associant notamment à Libération, il y a des années de ça. Et sur la question de l'immigration, par exemple, moi je trouve ces questions absolument nullissimes et qu'on pourrait quand même les complexifier. J'avais par exemple proposé, et on l'avait fait, de poser, je crois que c'était avec à l'époque l'événement du jeudi et pas Libération, j'avais proposé qu'on mette comme question, dans votre vie quotidienne, est-ce que vous en, je ne sais plus si c'était ces termes exacts, vous en voulez plus dans la vie courante à votre patron, à votre voisin, à un immigré, c'est-à-dire avec qui est-ce que vous êtes dans la vie courante plus souvent en prise au point de pouvoir éventuellement le détester ou simplement d'être en conflit. Et évidemment, les gens classaient en quelque sorte celui ou celle qui leur cassait le plus les pieds, voire qu'ils détestaient le plus, tapait d'abord sur leur patron, sur leurs voisins, éventuellement sur leur beau-père ou leur belle-mère, et sur l'immigré éventuellement, mais pas du tout dans les premiers. Donc vous voyez bien par exemple que lorsque vous posez des questions si générales, y a-t-il trop d'immigrés, vous avez l'impression que majoritairement les gens souffrent de la présence des immigrés. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas un certain nombre qui ont le sentiment concrètement de souffrir de la présence de ce qu'ils pensent être des immigrés, qui très souvent sont des Français, et pas des Français, j'allais dire, de première génération, voire éventuellement de deuxième ou de troisième. Donc, ce sont des questions absolument terrifiantes. Il y a plusieurs choses, oui, mais déjà, le fait qu'il y ait plus d'immigrés en France, le problème, je pense que tout le monde le sait, c'est éventuellement les immigrés qui sont en situation d'illégalité dans le pays. On l'a vu, c'était l'OFCE, les chiffres de l'OCDE, pardonnez-moi, pas de l'OFCE, c'était, il y a seulement, finalement, on arrive à reconduire seulement 12,5% des gens qui ont une obligation de quitter le territoire. Quand vous avez ce chiffre, si vous voulez, il y a quand même l'idée que oui, il y a des immigrés illégaux en France et qui doivent partir et ils ne partent pas. Mais ensuite, je pense sincèrement que la question des immigrés, c'est une question un peu fourre-tout. Je pense que l'essentiel de ce sondage n'est pas du tout là. Je pense sincèrement que c'est le sentiment de déclassement, mais pas du tout, si vous voulez, à tous les points de vue. Je pense que c'est ça, sincèrement, la question essentielle. C'est-à-dire qu'il y a un déclassement qui est économique, il y a un déclassement qui est social, il y a un déclassement qui est sociétal. Les Français n'ont plus l'impression que la France rayonne d'un point de vue société. Les Français n'ont plus l'impression d'avoir un pouvoir de vivre qui est suffisant. Et quand tout à l'heure, Gérard expliquait que
il y avait une époque où, en effet, ou même sur la question du sondage, il y avait des gens qui pouvaient éventuellement retrouver du travail, mais il y a beaucoup de gens aussi où, en fait, les gens ne retrouvent plus du travail parce qu'on a supprimé les compétences dans lesquelles ils exerçaient leur métier. Par exemple, quand vous étiez soudeur, quand aujourd'hui la fonderie SAM, par exemple, elle ferme parce que l'État ne souhaite pas reprendre, ne souhaite pas s'impliquer davantage dedans, oui, ça, c'est un problème. Et quelqu'un qui est soudeur, moi, je comprends qu'il n'ait pas envie de devenir, par exemple, bibliothécaire. Donc, il y a aussi un problème de chômage en France parce que ça fait des années qu'on supprime des compétences absolument importante et indispensable pour notre pays. Alors, on parlait de droitisation Oui. en commençant ce débat. Les Français sont étonnants parce qu'ils font aussi des réponses qui peuvent être considérées comme marquées à gauche, voire à l'extrême gauche. Par exemple, 73% de Français sur 3 jugent que l'économie actuelle profite aux patrons, aux dépens de ceux qui travaillent. Et puis, sur les questions sociétales, 61% jugent que la PMA, par exemple, est un progrès. Difficile de s'y retrouver. Mais parce que si on est ils sont paradoxaux, les Français. Je pense que c'est plus complexe, et contrairement à ce que disait Gérard, je pense que non pas que la gauche soit caricaturale, c'est-à-dire je ne suis pas du tout dans ceux qui disent oui, il existe une gauche woke, débile, et puis il y a la droite. En vrai, je pense que c'est beaucoup plus nuancé. Néanmoins, je pense que la droite s'est beaucoup mieux positionnée que la gauche depuis des années sur les questions sociales. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup plus de gens vanter, par exemple, la réindustrialisation à droite qu'à gauche. Je ne dis pas que Mélenchon ne le fait pas, je ne dis pas que Fabien Roussel ne le fait pas. Je dis juste vous aviez Arnaud Montebourg qui était un des précurseurs. Mais exactement, mais Arnaud Montebourg, on le qualifiait à gauche, on disait « Oh là là, mon Dieu, il est réac, il n'est surtout pas de gauche ». Donc vous voyez, c'est le problème. Fabien Roussel en fait un axe majeur de sa campagne en disant qu'on a besoin de réindustrialiser le pays. Je pense que l'augmentation des salaires, à part à gauche, où c'est souvent ridicule parce qu'on en parle dans des proportions tellement folles qu'on a tous l'impression, même sans être économiste, que c'est infaisable, c'est plus à droite, on a l'impression que la raison jaillit. Donc je pense tout simplement que ce qui préoccupait les Français pendant un temps était, on va dire, l'apanage de la gauche. Maintenant, ça se déplace à droite, voire à l'extrême droite. C'est pas, si vous voulez, innocent si aujourd'hui la plupart de ce qu'on appelle les catégories populaires, dans les fameux quartiers populaires, aujourd'hui votent majoritairement Marine Le Pen. C'était un sondage de Marianne en fin de l'année dernière. Ça prouve bien, si vous voulez, qu'il y a une partie des gens qui votaient à gauche pendant un temps, la gauche mitterrandiste, la gauche rocardienne, la gauche tout ce que vous voulez, qui s'est aujourd'hui totalement déplacée à l'extrême droite. Et c'est pas uniquement parce que l'extrême droite a tapé sur tel, c'est droitisé, c'est soi-disant adouci. Non, ouais. C'est totalement parce que la gauche a abandonné ce qui faisait son succès pendant des années. Et ça, c'est factuel, malheureusement. Ne faites pas trop de généralités. Je lisais, par exemple, que Mélenchon, qui certes n'est qu'à 10 ou 10,5, peut-être 11% dans les meilleurs sondages, il augmente. Je lisais aussi, vous pourrez me le confirmer, que, par exemple, il est plutôt en tête du côté chez les chômeurs, par exemple, ou chez les jeunes. Bon, donc, on ne peut pas considérer on peut pas non plus considérer que les pauvres ou que les gens qui sont le plus dans des situations pénibles se sont retrouvés du côté de l'extrême droite. Mais ils sont en majorité. Pour répondre encore une fois à la question que vous posez, c'est-à-dire sur la complexité, je crois que oui, dans leur tête, si vous demandez aux gens est-ce que vous êtes attaché au service public, est-ce que vous êtes attaché à la sécurité sociale, est-ce que vous êtes attaché même à la retraite à 60 ans, je suis sûr que il faudra voir comment on pose la bonne question, parce que les questions induisent aussi les réponses. Je pense qu'on s'apercevrait, c'est ce qu'on a dit dans d'autres sondages. Je pense à un sondage qui est paru il y a quelques mois dans l'Humanité Dimanche, où vous vous apercevez que sur toutes les grandes questions phare de la gauche, les gens répondaient majoritairement, entre guillemets, à gauche. Ce qu'il y a avec cette élection présidentielle, et on voit ce que c'est que cette Ve République, c'est qu'elle juge plus le bonhomme ou la bonne femme que le programme. Si vous mettiez en perspective, si dans le détail vous mettiez en perspective le programme de la France Insoumise avec celui, par exemple, de Zemmour, mais il n'y aurait pas photo sur l'adhésion des gens au programme de la France Insoumise, qui, sur des tas de points, répond vraiment aux préoccupations des Français. Qui peut croire que lorsque... Est-ce qu'on en est sûr de ça ? Mais écoutez, qui peut croire quand vous expliquez aux Français que, je disais Zemmour, mais on peut prendre Mme Pécresse, qu'elle propose par exemple une exonération des droits de succession à partir de 200 000 euros, et que vous expliquez aux Français quand même que la majorité des successions, c'est autour de 70 000 euros pour simplifier, qui a extrêmement peu de... C'est la moyenne. La moyenne, voilà, sont aux 70 000 euros, et que dès qu'on dépasse 100 000 euros, on est dans la frange des Français, ils sont tout à fait respectables, et j'en fais partie, qui effectivement sont les plus privilégiés. Donc, si on prend effectivement toute une série de points, je suis sûr qu'on s'apercevrait que le cœur des Français, pour une part, bat à gauche. Maintenant, ce qui est sûr, je vais vous dire, il y a une chose que, comme psychanalyste, j'ai appris. C'est lorsqu'on va chercher au fond des gens. Vous savez, la phrase célèbre de Le Pen, « Je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas ». Je vais vous dire, il vaut mieux pas aller regarder ce que les gens pensent tout bas. Il vaut mieux pas regarder même ce que chacun de nous pense tout bas, parce que le tout bas de chacun, il est effectivement
souvent du côté de la haine, souvent du côté du mépris, souvent du côté de la misogynie ou du racisme. Non, donc, mais sur les si vous voulez, on peut pas dire, mais si vous voulez, ça j'ai beaucoup de mal. On peut pas dire que tous ceux qui votent à droite ou à l'extrême droite ont un fond qui est xénophobe, raciste. Mais nous avons tous. Oui, Écoutez, mais si vous voulez, il n'est pas majoritaire, il justifie pas juste de vous dire une chose que je dis à chaque des fois. votes extrêmes. L'histoire de l'humanité. Après Adam et Ève, dans la Bible, ça a commencé avec un frère qui tue un frère, Abel et Caïn. Oui. C'est pas qui est allé tuer un immigré, qui est allé tuer un type qui arrive d'ailleurs. Il non, mais tue là, les son parallèles propre comme ça, frère. oui. Mais non, oui. ça dit quelque chose. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, je vais vous dire... sans sonder l'âme humaine, peut-être, parce qu'on en a pour des heures. Je dis, on ne va pas sonder l'âme humaine, mais en tout cas, je dis que ce que fait l'extrême droite, c'est d'exploiter quelque chose qui n'est pas chez les salauds, simplement, qui est chez l'être humain, une capacité à haïr l'autre extraordinairement mobilisable. Si on doit être un tout petit peu plus factuel, je pense qu'il y a en effet des idées de gauche qui progressent. Maintenant, je pense sincèrement que sur les thèmes majoritaires que sont le travail, que l'industrialisation, la relocalisation, une fois de plus, je donne toujours cet exemple. Il y a encore 10 ans, quand on parlait de relocalisation, de réindustrialisation, on passait pour des monstres, on était des gens qui pensaient mal, etc. C'est pour ça que ça a été quand même à la cause de la création d'un journal qui s'appelait Marianne, où Jean-François Kahn, à l'époque, déjà critiquait ce qu'il avait qualifié lui-même de pensée unique. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, ce qui est frappant, si vous voulez, dans la proposition des extrêmes, il y a deux choses. C'est quand beaucoup de gens qui s'apprêtent aujourd'hui à voter Zemmour disent « Oui, mais vous comprenez, aujourd'hui, on vote Zemmour parce qu'on a l'impression que depuis des années, rien n'a été fait, que ce soit sur le sujet de l'immigration, que ce soit sur le sujet de l'identité, que ce soit sur le sujet de la culture, de l'école, etc. » Donc, quand aujourd'hui, on a des candidats comme Valérie Pécresse qui disent « Oui, mais regardez ce qu'on va faire », évidemment qu'on a envie de lui poser la question « Pourquoi ils ne l'ont pas fait il y a des années ?» Et ensuite, dernier point, je vais très vite, Éric Zemmour a dit des choses absolument qui, moi, m'ont choqué samedi dernier à Nice. Il a notamment expliqué que les policiers devaient avoir, en quelque sorte, une légitime défense un peu plus, qui, concrètement, s'ils tuaient des gens, comme c'était des policiers, ça ne serait pas un problème, mais aussi qu'il allait créer une anomalie juridique qui serait utile pour les gens en cas de légitime défense. C'est-à-dire que, admettons, si demain, il y a un bijoutier qui se fait braquer plusieurs fois, mais qui, cette fois-ci, a à portée de main un pistolet et qui tire dessus, on imagine que le procès serait allégé ou qu'il y aurait tout de suite un plaidoyer en faveur du bijoutier. Ça me pose problème parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens, quand vous dites que ça me choque, que c'est totalement à l'inverse de l'état de droit et ce qui se passe dans le pays, il y a des gens qui viennent vous dire, oui, mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est difficile dans certains endroits, oui, mais si vous faites ce métier, on est souvent agressé, oui, mais si vous êtes une femme, etc. C'est-à-dire qu'on a quand même passé, et c'est là mon dernier point, on a quand même passé un tel discours de déconnexion entre ce que certains ministres disent, certains hommes politiques disent, certains partis disent, que forcément, quand on propose de telles solutions qui paraissent miraculeuses à côté, certains ont envie de s'y engouffrer. Alors, on parle de tout à l'heure de la France qui se droitise, qui visiblement a une forte demande d'autorité. On n'a pas l'impression que la droite capitalise là-dessus pour cette élection, parce que pour l'instant, Valérie Pécresse est toujours challenger, Marine Le Pen également. Comment l'expliquer alors si Emmanuel Macron a failli dans cela, dans la demande d'autorité des Français, pourquoi la droite ne récolte pas davantage les fruits? Écoutez, il a failli en matière d'autorité. Permettez-moi de vous dire que... c'est une supposition. Oui, mais enfin... S'il a failli. C'est une interrogation. Est-ce que Castaner, par exemple, ou Darmanin, mais je pense surtout à Castaner parce que c'est lui qui a quand même été le principal responsable des exactions policières, je ne sais pas si ce terme-là va choquer encore beaucoup de monde. Est-ce que Castaner a été un ministre plus répressif, moins répressif que Marcellin, qui a été le grand ministre de la répression en 68 et après? Bon, je pense que sur toute une série de sujets, Macron, ça apparaît aujourd'hui clairement, est un homme de droite qui a plutôt tenu la barre comme la droite l'a tenue à travers un certain nombre d'années. Donc, Mais permettez-moi de repréciser ma question. Est-ce que la droite ne... Pourquoi elle n'arrive pas à capitaliser sur le manque? Capitalise pas. Est-ce que c'est pas parce que l'électorat de droite est totalement divisé? Mais c'est-à-dire que divisé entre une Valérie Pécresse qui a quand même l'électorat le plus proche d'Emmanuel Macron, beaucoup plus proche que l'électorat de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour, par exemple. Est-ce que c'est parce qu'on a une fragmentation de l'électorat de droite qui fait qu'aujourd'hui... Voilà, on a une distribution sociale des candidats. Regardez, à gauche, là, c'est Emmanuel Macron et Valérie Pécresse, extrêmement proches entre les catégories sociales supérieures, les catégories, ça c'est en blanc, les catégories populaires. On voit que parmi les catégories populaires, 59% votent pour Marine Le Pen, beaucoup moins pour Éric Zemmour, 39%, et encore moins pour
Emmanuel Macron, Valérie Pécresse? Mais écoutez, d'abord, il y a plusieurs choses à dire. D'abord, Mme Pécresse a fait un bond en avant spectaculaire depuis qu'elle a gagné la primaire de la droite. C'est quand même quelque chose d'assez inouï d'avoir réussi ça. Bon, c'est une donnée. Ensuite, vous savez bien qu'il y a pour le président de la République un avantage tout à fait particulier. Pensez que François Mitterrand a été réélu en 88, après effectivement un gouvernement de droite, mais après une catastrophe quand même. On ne peut pas dire que la fin du premier septennat de Mitterrand a été merveilleuse. Il a été réélu merveilleusement bien, notamment, certainement à cause de ses mérites, mais aussi parce qu'il y avait une prime incroyable donnée au président de la République. C'est-à-dire qu'on oublie dans quel système on est. Le président de la République, quand vous pensez Jacques Chirac en 2002, il est par miracle élu, si je puis dire, à 80%, par miracle, parce que effectivement, Jospin est battu. Moi, je m'étais dit, mais donc, aux législatives, il n'aura pas la majorité. Mais non, mais ça et il l'a eu ça. immédiatement. C'est-à-dire que ce système privilégie dans des proportions incroyables le président sortant. C'est comme ça. Vous allez me dire, sauf quand il ne se présente pas comme Hollande. Donc, il y a déjà ce plus-là. Moi, je trouve actuellement que le rapport 18, je ne sais pas si c'est exactement ça, 18-25 ou 18-23, enfin, on n'est pas non plus avec un président de la République qui est au-dessus de 30. Donc, pour l'instant, je trouve que la droite type Pécresse ne s'en sort pas si mal et que c'est plutôt, ça se répartit assez bien entre ces trois figures, droite, extrême droite. Moi, je ne trouve pas qu'il faut dire, tiens, c'est drôle, ça ne progresse pas plus que ça. Attendons la suite, mais pour l'instant, je trouve que c'est assez logique. Non, mais je trouve que votre question, Claire, pose la chose parfaitement. C'est-à-dire, pourquoi finalement Valérie Pécresse, alors qu'elle semble avoir un boulevard devant elle, ne capitalise pas plus? Mais parce qu'on a l'impression de ne pas savoir ce que pense Valérie Pécresse. C'est-à-dire qu'elle est capable, vendredi, d'aller, on va dire, encenser Laurent Wauquiez, alors qu'elle a quand même fait campagne tout au long de la primaire sur une ligne qui était quand même centriste. Il faut montrer l'unité, on a tous compris le message. Alors, mais qu'on montre l'unité, très bien. Mais alors que le lendemain, elle va chez Jean-Christophe Lagarde, qui en parlant d'unité, en parlant de centre, et on pense souvent le centre mou, n'a pas été si mou que ça quand il souhaitait mettre une balle dans la tête d'Éric Zemmour, et elle fait quand même campagne avec, qu'on le veuille ou non, une famille et des membres de sa famille qui ont tenu des propos qui ne font pas tellement le fameux cordon sanitaire avec Éric Zemmour qu'elle-même revendique. Quand j'entends, et quand j'ai entendu tout le long sur cette chaîne du week-end, les gens dire qu'en fait il y avait une véritable différence avec Éric Zemmour, mais laquelle? Parce que quand on a au sein de sa famille des gens comme Gilles Platré qui parlaient d'épuration ethnique dans les quartiers populaires, quand on a des gens comme Éric Ciotti qui ont toujours dit qu'ils préféraient Emmanuel Macron, Éric Zemmour à Emmanuel Macron en cas de second tour avec cette proposition-là, quand on a aujourd'hui Éric Ciotti qui est visiblement un pilier important de la campagne, qui a expliqué dès la victoire au premier tour de la primaire que jamais il ferait un accord avec les centristes. Mais on a quelle famille concrètement? On a quel projet? Où est-ce qu'on va? Et quand on voit finalement que sur des sujets qui sont, on va dire, macroéconomiques, il n'y a pas tellement de différence, c'est ça le problème. C'est-à-dire que Valérie Pécresse, tout comme Emmanuel Macron, il leur manque à mon sens quelque chose d'important, c'est-à-dire une vision claire du pays. Quand je vois Emmanuel Macron, je ne sais pas quelle est sa vision du pays. Quand j'observe Valérie Pécresse, j'entends des propositions, j'entends des objets, j'entends des analyses avec tous les guillemets que ça comporte, mais je n'entends pas une vision. C'est-à-dire que je ne vois pas un homme avec un programme capable de transformer un pays selon sa vision, selon un programme. Et c'est ça qui manque. C'est-à-dire que il n'y a pas on va dire, de train pour emporter les Français avec eux dans une autre direction, donc, justement dans une direction précise. Si on vous entend bien, Éric Zemmour peut davantage aller piocher du côté Valérie Pécresse, finalement, où il a en commun un électorat plutôt dans les classes moyennes ou classes moyennes supérieures, pas l'électorat populaire, et puis des questions économiques similaires. Enfin, ils sont tous les deux adeptes de l'économie libérale. C'est chez elle qu'il peut aller chercher davantage que chez Marine Le Pen. Oui, mais j'allais dire sans doute, parce qu'il y a une porosité des programmes, si tant est. Et vous avez raison, Maxime, on ne peut pas dire que leur programme soit extrêmement clair, mais il y a une porosité des propositions, c'est-à-dire que parfois on entend une proposition, il faut qu'on regarde bien quel est le nom de celui qui l'a formulé. Alors je suis d'accord que Zemmour est un peu plus fort pour dire des propositions invraisemblables ou d'extrême droite absolue. Il y a une porosité aussi des électorats. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on dit Marine Le Pen avec un électorat plus populaire et les autres avec un électorat... on l'a vu tout à l'heure sur le schéma. Mais je pense que c'est... Moi, je crois à la porosité, y compris des électorats. C'est-à-dire, pour l'instant, je trouve que ces candidats... Ils ne sont pas dans un mouchoir de poche, si on veut dire qu'ils sont à plus de 1% les uns des autres, mais qu'il y a quand même une vraie porosité et qu'on n'a pas fini de voir de même qu'on n'a pas fini de voir des propositions de l'un devenir les propositions de l'autre, de même on n'a pas fini de voir des électeurs de l'un devenir les électeurs de l'autre.
Il y a une porosité, oui, mais sur le coup, vous avez raison, et le sondage et le petit graphique qu'on a mis tout à l'heure le montraient très bien. Il y a une véritable porosité. L'électorat Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, ça c'est certain. Maintenant, il y a très peu de porosité entre les électeurs et la sociologie de l'électorat Marine Le Pen, qui, on l'a bien vu, 59 points chez les classes populaires, et celui d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, son électorat, quand on le regarde, mine de rien, il est mine de rien assez équilibré. Valérie Pécresse et Emmanuel Macron, certes, mais c'est-à-dire, on va dire, avec un petit plus pour les catégories, on va dire, supérieures. C'est leur point fort et c'est là où ils capitalisent le plus. Éric Zemmour, on va dire, regardez, quand on prend la moyenne, Éric Zemmour, c'est l'électorat d'Éric Zemmour. L'électorat populaire, encore une fois, c'est celui qui est en rose. Hein. Exactement, mais quand on regarde la moyenne, le dernier graphique, il correspond en réalité plus ou moins à celui d'Éric Zemmour. C'est-à-dire qu'Éric Zemmour a un électorat qui est, on va dire, non pas qui est moyen, mais où tout est rassemblé à équivalence. C'est-à-dire qu'il a un électorat jeune et un électorat vieux, les catégories populaires et des catégories un peu aisées. Il arrive à avoir un électorat, on va dire, qui rassemble un peu tout le monde. Et c'est là, je pense, où il peut aller chercher un peu chez tout le monde. C'est tout. Maintenant, je ne crois pas beaucoup à l'électorat de Marine Le Pen qui, d'un coup du jour au lendemain, va voter Éric Zemmour et Emmanuel Macron. Parce que de plus en plus, et le sondage Cevipof le montre, sur justement l'électorat de la droite qui essaye d'aller un peu partout, la question de l'immigration chez Marine Le Pen occupe une place centrale, mais beaucoup moins, par exemple, que chez Éric Zemmour. C'est 78% chez Marine Le Pen, Éric Zemmour 91%. Donc, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et